Bonjour, bienvenue dans ce cours 11 sur le complexe majeur d'histocompatibilité et donc les fonctions de présentation des antigènes. Alors le CMH, un nom abrégé du complexe majeur d'histocompatibilité, son organisation est assez complexe. Il s'agit d'un groupe de gènes qui va coder pour des protéines principalement membranaires et en fait on en distingue trois classes. Donc ce sont des protéines qui sont impliquées dans la présentation des épitopes T sous forme de complexes qui pourront être reconnus par les lymphocytes T. On s'est aperçu en premier lieu, avant même ce rôle-là, qu'ils étaient fortement impliqués dans le rejet des greffes, de la même façon que les groupes sanguins pour les problèmes de transfusion. Eh bien, on a les groupes tissulaires liés au CMH pour le rejet des greffes. Alors, du coup, le CMH a eu différents noms. Chez l'homme, on parle de système HLA, Human Leukocyte Antigen, puisque c'est sur les leucocytes qu'on a pu les caractériser, alors que les groupes sanguins sont sur les hématies. Mais on a ensuite identifié des systèmes du même style chez les animaux domestiques. Chez le chien, on parle de DLA, etc. Il y a que chez la souris où il y a un nom H2 historique. Alors c'est un système multigénique, il y a plus de 30 gènes qui sont impliqués, et pour chacun de ces gènes, il y a de nombreux allèles, soit un seul, alors là on parlera de monoallélique, soit plus de 300 allèles pour certains des gènes qui présentent une énorme variabilité au sein de l'espèce. Bien sûr, d'une espèce à l'autre, on a des différences, mais aussi dans l'espèce humaine, par exemple, si vous voyez les variants connus pour HLA, HLA-B, HLA-C dans les tableaux, vous voyez HLA-E, il y en a très peu de variants, 3 connus, alors que HLA-B, plus de 1000 variants connus dans l'espèce humaine. Alors c'est ce qui explique que chaque individu ait un CMH différent, ce qui va le rendre unique et donc poser tous les problèmes de greffe qui ont été identifiés. Alors ces gènes sont regroupés les uns à côté des autres donc ce qui veut dire qu'ils vont être transmis sans être séparés. Ils vont être transmis en bloc, ce qu'on appelle un haplotype. Donc on va hériter de façon codominante de l'haplotype maternel avec l'ensemble des allèles qu'avait la mère et de l'haplotype paternel avec l'ensemble des allèles qu'avait le père. Alors, antigène du CMH de classe 1, quasiment toutes les cellules de l'organisme l'expriment à leur surface. Et donc, ce sont les responsables majeurs des rejets de greffe. Quelle que soit la greffe, on risque l'incompatibilité sur le classe 1. Quelques cellules ne présentent pas les hématies. Elles n'ont pas de noyau, donc elles ne peuvent pas renouveler en permanence leurs antigènes de classe 1. Et les cellules germinales. Ce qui a évidemment des conséquences dans l'acceptation des cellules germinales comme non étrangères, parce que sinon on aurait vraiment des problèmes immenses de reproduction. Les antigènes de classe 1, c'est facile à retenir, sont constitués d'une seule chaîne protéique qui comporte plusieurs domaines, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Vous voyez que c'est un peu le même principe que les immunoglobulines dans leur formation. Et pour avoir un repliement stable, vous avez une petite protéine qui est dessinée en grisé là sur la gauche du schéma, qui provoque ce repliement. Et vous voyez qu'à l'extrémité supérieure, loin de la membrane, vous avez un espèce de présentoir dans lequel peut se fixer l'élément de l'épitope issu de la fragmentation de l'antigène. Donc l'épitope T. Alors c'est sur cette partie extérieure présentoir qu'il y a le plus de variations d'un allèle à l'autre. Donc on appelle ça la poche à peptides, et que cette poche à peptides, selon sa séquence, pourra fixer des épitopes T qui sont plus ou moins capables de faire la complémentarité. Les antigènes de classe 2, eux, sont des dimères.
Hein, vous voyez, deux chaînes côte à côte, chacune avec deux domaines, et pareil, elles vont se replier sur elles-mêmes de façon à avoir un présentoir. Donc vous voyez, on a l'impression que c'est quasiment la même chose, évidemment les séquences n'étant pas les mêmes, pour les présentoirs de classe 1 et de classe 2. Alors attention, ces antigènes de classe 2 ne sont pas sur toutes les cellules. On les trouve surtout sur les cellules immunocompétentes, les cellules de l'immunité, et on va les appeler du coup CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Alors il existe d'autres éléments du CMH qu'on a mis dans une classe 3, on ne va pas trop en parler dans ce cours, parce que c'est un ensemble hétérogène de protéines qui sont impliquées dans la réponse immune, des ligands, des facteurs du complément, des cytokines, etc. Alors, simplement, l'intérêt, c'est de vous montrer que il y a une hétérogénéité, il y a des allèles, ce qui va expliquer des fonctionnements légèrement différents selon les individus, selon le variant qu'ils ont d'un ligand, par exemple. Donc ce polymorphisme du CMH est le principal responsable du rejet de greffe, avec bien sûr des variations interspécifiques qui empêchent les xénogreffes, et des variations entre les individus d'une même espèce qui vont empêcher les allogreffes. Donc l'histocompatibilité totale entre des individus qui ne sont pas apparentés est très faible. La probabilité de trouver un individu qui a le même CMH que soi, elle est moins d'une sur 1 million. Donc vous voyez l'intérêt considérable qu'il y a à avoir des systèmes en place avec des centralisations, des banques de données, des échanges, donc des systèmes de santé vraiment performants pour pouvoir trouver le donneur qui pourrait fonctionner dans le cadre du don d'organes. Parce que cette histocompatibilité, ce n'est pas complètement aléatoire. La distribution, déjà, vous héritez d'un bloc, l'haplotype. Donc, sur ce petit dessin qui représente une portée de Labrador avec les deux parents, eh bien, vous voyez que chaque parent peut avoir en fait deux haplotypes et qu'il va transmettre ces haplotypes de façon mendélienne. Donc, des individus qui sont apparentés, plus ou moins proches les uns des autres, parce que du fait de l'histoire des migrations humaines, fait que finalement certains allèles sont plus présents que d'autres selon l'origine ethnique chez l'homme et chez les animaux domestiques en fonction des choix de sélection par race. Alors vous voyez là, les parents ne sont pas compatibles entre eux, les enfants, les chiots ne peuvent pas donner aux parents, puisqu'ils ont aussi l'haplotype de l'autre parent. En revanche, vous pouvez vous apercevoir que certains des chiots sont histocompatibles entre eux. Une chance sur 4, finalement. Et donc, ça facilite le don de greffe entre individus apparentés et ça montre aussi qu'ils ont un CMH qui est avec les mêmes caractéristiques dans la population. Alors comment on fait pour connaître quel est le CMH d'un individu ? Il y a plusieurs méthodes, des méthodes de culture cellulaire et des méthodes génétiques. Donc je ne vais pas détailler, c'est juste pour vous expliquer le principe. C'est que si on met en présence des leucocytes de deux individus, ils vont se reconnaître comme histo-incompatibles, et bien ça va provoquer la prolifération de la même façon que si c'était l'exposition à un antigène microbien. Donc on mesure ça, soit entre deux individus pour voir s'ils sont éventuellement compatibles, soit avec des cellules de référence dont le CMH est connu, et comme ça on peut voir si elles sont compatibles ou pas. D'accord ? Alors en pratique, ça ne se fait que pour des besoins médicaux de faire une greffe. On ne le fait pas chez l'individu lambda juste pour savoir quel est son CMH, parce que c'est complexe, parce que c'est cher et qu'il y a beaucoup de questionnements éthiques sur la sensibilité aux maladies, sur le risque de développer certaines maladies plutôt que d'autres. Donc quelquefois, il vaut mieux ne pas savoir. Et quelquefois, au contraire, c'est intéressant de vérifier dans une famille à risque ce qu'il en est. Alors, la cellule présentatrice d'antigènes, qu'est-ce que c'est ?
On ne va pas utiliser ce terme pour toutes les cellules de l'organisme, puis présentent des antigènes associés au CMH1. Hein. C'est normal, toutes cellules, sauf les hématies et les cellules germinales, vont avoir des antigènes qu'elles pourront exposer à leur surface associés au CMH de classe 1. Si elles sont saines, elles exposent leurs propres antigènes. En revanche, si elles ont une anomalie, eh bien, on peut retrouver les antigènes issus de cette anomalie, par exemple des antigènes de virus, à la surface de la cellule. Les CPA, ce sont les cellules qui vont exprimer, bien sûr, le CMH1, mais aussi le CMH2. Donc elles présenteront les antigènes par les deux systèmes. Alors ce CMH2, certaines CPA vont l'exprimer de façon permanente, donc c'est vraiment une activité à part entière de la cellule de présenter des antigènes, soit de façon inductible seulement dans certains états d'activation. Alors on a les cellules dendritiques, les macrophages, toutes les cellules apparentées, donc l'ensemble des cellules du système des phagocytes mononucléés, est capable de présenter les antigènes résultant de ce qu'elle a récupéré dans l'environnement, soit par phagocytose, soit par pinocytose. Alors le degré de présentation va dépendre du degré de phagocytose. Si elles sont extrêmement cytotoxiques, elles vont détruire tellement leur cible qu'il n'y aura plus rien à présenter. Si elles sont dans un mode d'activité standard, et bien là, elles pourront présenter beaucoup d'antigènes. Les lymphocytes B, on l'a vu déjà dans le schéma sur la coopération entre B et T, pour obtenir la réponse en anticorps secondaires, ont un rôle de présentation des antigènes, on l'avait déjà vu. Mais attention, pas n'importe quel antigène, seulement celui qu'elles ont reconnu via le BCR. Alors que les cellules dendritiques, elles vont récupérer n'importe quoi qu'elles sont capables de phagocyter ou de pinocyter. D'autres cellules, parfois, présentent des antigènes, mais souvent ce sont dans des contextes particuliers, soit c'est très local au niveau de certains tissus qui ont des caractéristiques immunes spécifiques, soit c'est dans le cas de maladies de l'immunité. Donc le rôle principal des CPA, c'est de capter des antigènes et ensuite de se déplacer avec ces antigènes vers des zones riches en lymphocytes, donc soit des follicules lymphoïdes dans les muqueuses, soit carrément des nœuds lymphatiques. Donc pour ce déplacement, il faut en même temps qu'elles captent des antigènes et qu'elles soient stimulées, par exemple, par des signaux de danger. En même temps qu'elles vont présenter, elles vont produire des cytokines qui vont activer les lymphocytes auxquels elles présentent les antigènes. Donc deux systèmes, alors c'est absolument passionnant, deux systèmes de présentation. Je vous ai dit qu'il y avait ce présentoir sur le CMH1 et sur le CMH2 pour fixer des épitoptés, mais en fait ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon d'un point de vue moléculaire. Alors, ce mécanisme, on appelle ça l'apprêtement antigénique. Comment l'antigène est capturé, découpé par des systèmes de protéase et ensuite associé au CMH1 ou 2. Donc on va avoir des voies métaboliques différentes selon les cellules et selon aussi le système de présentation. Dans le cas du classe 1, on va parler d'antigène endogène. Il est issu du métabolisme cytoplasmique de la cellule. On le trouve normalement dans le cytoplasme et soit de façon normale, ça fait partie des constituants de la cellule, soit issu d'un processus anormal, que ce soit une infection, un parasite de la cellule ou une tumeur. Ça va aboutir à la formation de peptides qui font un tout petit peu moins de 10 acides aminés qui se collent au CMH et sont exportés à la membrane. Pour le CMH de classe 2, il s'agit d'antigènes exogènes. Ils ont été apportés depuis l'extérieur et on les retrouve dans des vacuoles. Donc forcément, le métabolisme ne se fait pas de la même façon. Ça peut être à l'origine des antigènes solubles, des particules, carrément des bactéries ou même des cellules, mais ils vont être dégradés en petits morceaux et là on aura des peptides un peu plus grands, plus de 10 acides aminés, et qui vont se coupler dans les vacuoles avec le CMH de classe 2 et ensuite être exportés, présentés à la membrane.
Alors, je ne parle pas dans ce cours du fait qu'il y a d'autres voies de présentation qui ont permis de montrer des phénomènes un peu atypiques, par exemple, qui peuvent concerner des antigènes un peu bizarres, comme des lipopeptides. Là, je vous présente simplement les voies les principales de présentation des antigènes, soit endogènes, du fonctionnement cellulaire, normal ou anormal, ou exogènes, obtenus à partir de l'environnement de la cellule. Alors ces deux voies de présentation, ces deux systèmes CMH1, CMH2, finalement, sont complémentaires pour avoir deux actions vraiment radicalement différentes. Deux situations. Toutes les cellules, le cas du CMH1, les cellules présentatrices d'antigènes, le cas du CMH2. Le CMH1 va avoir principalement un rôle de contrôle de l'intégrité cellulaire. Le CMH2 va avoir un rôle de régulation de l'immunité. Dans le cas du CMH1, la cellule peut simplement dire voilà, j'ai du CMH, ça va bien, tout va bien, et ça va être le NK qui va vérifier ça, qu'il y a bien une expression de CMH normale. Elle va présenter des auto-antigènes. Dans ce cas-là, il ne se passera rien puisqu'il n'y aura pas forcément le lymphocyte correspondant. Si elle présente des antigènes qui ne sont pas censés être là, des antigènes issus d'une infection par exemple, eh bien dans ce cas-là, ça va être un CD8 qui va le reconnaître parce que le CD8 se fixe sur la partie, sur le CMH1, donc il va vérifier il s'agit bien de CMH1 et le TCR va fixer lui l'épitope en même temps que le CMH qui l'entoure, donc il va reconnaître ça. Très généralement, ce CD8 a un potentiel cytotoxique. Il détruit la cellule en question. Elle était anormale, elle est détruite, et paf. Dans le cas du CMH2, la cellule fait son boulot. Elle trouve des antigènes, elle les présente à la surface, que ce soit un lymphocyte B par les anticorps ou que ce soit une autre cellule parce qu'elle a phagocyté quelque chose, et dans ce cas-là, c'est présenté à un CD4, puisque c'est le CD4 qui se fixe sur le CMH2. Retenez ce moyen mnémotechnique, 8 x 1 égale 4 x 2. Dans le cas des CD4, la plupart du temps, ils produisent des cytokines, donc ils vont interagir avec la CPA et produire des cytokines aussi solubles qui vont avoir un effet sur le fonctionnement du système immunitaire. Alors, s'il n'y a pas de lymphocytes, forcément, il n'y a pas de réponse. On aboutit là plutôt à des phénomènes de tolérance. Et forcément, ça dépendra, l'activation de ces CD8 ou CD4, de l'état dans lequel est la cellule présentatrice d'antigènes, soit qu'elle est peu différenciée, immature, soit au contraire qu'elle soit mature, soit même carrément activée, produisant par exemple des cytokines pro-inflammatoires, parce qu'en même temps, elle répond à des signaux de danger. Donc, je vous précise bien, on parle de reconnaissance conjointe. Le TCR du lymphocyte reconnaît à la fois l'épitope et le CMH. Et ça a été un bouleversement dans la compréhension du fonctionnement du système immunitaire, puisque vous allez avoir une reconnaissance de l'antigène qui va être modulée selon le CMH qui le présente. Un lymphocyte T qui reconnaît un épitope T donné avec un CMH petit a, peut-être qu'il ne le reconnaîtra pas associé à un autre CMH. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des individus qui reconnaîtront bien certains antigènes et d'autres moins bien. Polymorphisme individuel de la reconnaissance. Aussi, un antigène peut être très bien présenté par du classe 1 et moins bien par du classe 2. Le TCR, selon qu'il est le lymphocyte, selon qu'il est CD4 ou selon qu'il est CD8, il reconnaît bien ou pas cet antigène. C'est l'influence de la voie de la présentation. Alors, comment se fixe ce peptide dans le CMH ? Eh bien, vous voyez que, en fonction de l'allèle qu'on a du CMH,
un épitope donné peut plus ou moins bien s'y fixer, puisqu'il va falloir quand même qu'il assure quelques liaisons faibles pour pas être tout de suite libéré dans l'environnement, se dissoudre dans le liquide et rester dans la poche à peptides suffisamment longtemps pour qu'il y ait une probabilité d'être reconnu par un lymphocyte. Et donc ça va dépendre de la séquence du CMH, de l'allèle. Donc c'est ce qu'on appelle la gamme peptidique. C'est pour une molécule, un allèle donné du CMH, quel est le type d'épitope T qui est capable de s'y fixer de façon stable et donc d'assurer une reconnaissance. Vous voyez sur ces schémas, pour deux allèles X et Y du CMH, eh bien, on a modélisé avec la taille de lettres correspondant à chacun des acides aminés, lequel va le mieux réagir. Et vous voyez du coup que sur l'allèle X, eh bien, une vanilline est très importante, alors que sur l'allèle Y, les épitopes qui contiennent une proline seront beaucoup mieux fixés, et donc il y a plus de probabilité qu'un lymphocyte puisse y répondre. Ça va dépendre du CMH individuel. Donc ça explique comment certaines populations, en fonction de leur CMH, ont des sensibilités à certains microbes ou au contraire sont bien résistants. Ça a été particulièrement étudié dans le cas de l'épidémie mondiale d'un champignon qui atteignait les grenouilles, avec une mortalité considérable sur des grenouilles qui avaient un CMH B, et quasiment pas de mortalité chez les grenouilles qui avaient un CMHQ. À tel point que pour reconstituer des populations, eh bien, on a fait des élevages de grenouilles B pour remettre ces grenouilles résistantes et reconstituer les populations. Les capacités de présentation d'un antigène, donc d'une bonne réponse immune, vont dépendre de l'équipement CMH de chaque individu. Et bien sûr, dans une population où il y a beaucoup de consanguinité, eh bien, ça réduit ses capacités à reconnaître des antigènes. Donc ça explique la valeur adaptative de ce polymorphisme. Bien sûr, il y aura certaines populations qui seront avec un CMH plus résistant à une infection virale, par exemple, mais en même temps, peut-être qu'elles risquent d'être moins résistantes à une autre infection. Donc, vous voyez comment les populations évoluent avec des individus qui vont avoir un CMH plus ou moins adapté à ce qui circule comme microbisme autour d'eux. Donc ça explique cette explosion de multi-allélisme avec de plus en plus de variants pour adapter à tout ça, et cette partie héréditaire de la résistance aux infections par rapport à ça. Alors il y en a un corollaire négatif, c'est que certains allèles du CMH sont aussi associés à des troubles de l'immunité, et en particulier à des allergies, à des maladies auto-immunes, comme le diabète par exemple, pour lequel certains allèles CMH, malheureusement, présentent des antigènes du soi. Ils les fixent de façon assez stable pour que ça provoque la reconnaissance par les lymphocytes T. Donc au final, le CMH participe énormément au contrôle de l'intégrité de l'organisme, puisqu'on va détecter des anomalies cellulaires, soit parce qu'il y a une perte d'expression du CMH, soit parce qu'il y a des antigènes anormaux qui sont présentés via ce CMH. Donc on a un rôle important des NK pour avoir la lyse ou au contraire l'inhibition de la lyse, et on a un rôle du CMH dans l'intégrité par rapport à des greffes. Alors, dans le cas particulier de la tolérance fœto-maternelle, le fœtus exprime assez peu le CMH polymorphe. Il va exprimer les variants tels que HLA-G ou HLA-C sont assez typiques, sur lesquels il y a peu de différence d'un individu à l'autre. Et ces allèles-là vont provoquer une réaction des utérines NK
qui produisent des facteurs de croissance. Donc, on est carrément à l'envers, hein, que le système immunitaire, lui, participe à la régulation de la croissance du trophoblaste et au maintien de cette pseudo-greffe du fœtus dans la mère. En revanche, on a vu que certaines combinaisons là sont délétères et impliquées dans l'infertilité. Alors pour finir ce cours, je résiste pas à dire que le rôle du CMH vient bien au-delà, puisqu'il participe de l'odeur individuelle. On parle de signature olfactive individuelle. Comme le CMH est exprimé par le CMH de classe 1 est exprimé par quasiment toutes les cellules de l'organisme, eh bien on en trouve des fragments dans nos sécrétions, dans l'urine, dans les sécrétions cutanées, et donc ça participe à l'odeur corporelle. Et les animaux, ils sont extrêmement sensibles. Les humains, un peu moins, parce que la plupart de cette olfaction se fait au niveau de l'organe voméro-nasal. Donc, chez les humains qui en sont dépourvus, le CMH contribue peu. En revanche, chez la plupart des animaux domestiques, on connaît très bien les implications dans le choix des partenaires sexuels, pour lequel le CMH sera plutôt freinateur. On va chercher une exogamie, recherche de partenaires qui n'ont pas le même CMH, et dans les soins aux jeunes, où au contraire, là, on est plutôt une préférence pour un CMH similaire. Ce qui explique qu'il soit quelquefois difficile de faire adopter un orphelin par une autre mère nourrice, à moins de cacher l'odeur de l'orphelin par l'odeur de la mère. On va le frotter d'urine, enfin il y a plein de vieux trucs qui s'expliquent maintenant grâce à cette signature olfactive individuelle. Alors ça a été utilisé à tel point qu'on a maintenant des chiens policiers ou des chiens sauveteurs qui sont capables de rechercher des individus sur la base de l'odeur qu'on leur a fait renifler, et ils ne se trompent pas, ils vont chercher bien un individu donné, et pas n'importe quel humain, puisqu'ils ont repéré la variante CMH dans cette odeur. Alors attention, il n'y a pas que le CMH dans l'odeur, il y a bien d'autres signaux endogènes, par exemple la production de phéromones associés au statut sexuel et reproducteur, et puis des signaux exogènes, par exemple quel aliment on a mangé, on a encore l'odeur de la fraise sur les lèvres, donc ça va renseigner, c'est un moyen de communication extraordinaire qu'ont les animaux grâce à l'olfaction, de renseigner sur le statut, quel est le sexe, quel est le statut reproductif, quel est l'âge, et sur l'état de santé. On a maintenant des études qui mettent en évidence qu'un chien bien entraîné peut détecter une infection, un cancer, dans l'odeur corporelle d'un individu malade. Voilà, sur ces perspectives éblouissantes, fin de ce cours.